Merci Jean-Marc d'avoir accepté notre invitation à Vertical Project Media. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Dans son livre Aperçu sur l'initiation, René Guénon évoque les conditions de l'initiation. La question qui se pose est celle de savoir qu'est-ce que l'initiation et quelles sont les conditions requises pour être initiable et initié. Alors, il faudrait tout d'abord contextualiser les raisons pour lesquelles Guénon fixe l'ensemble de ces critères. On pourrait dire dans un premier temps que René Guénon a mis de l'ordre au sein de l'occultisme. René Guénon apparaît, du point de vue de la vie initiatique, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, dans un cadre où fleurissent et surgissent sur la scène de l'histoire des dizaines de petits groupes initiatiques, souvent à la périphérie de Papus, de l'ordre martiniste, de l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, vont donner à Guénon cette idée, c'est que l'initiation, ce n'est pas simplement la décision de créer un petit groupe ésotérique, d'y réunir des membres et de conférer des titres et des degrés. C'est être rattaché à une lignée ininterrompue et qui remonte jusqu'à une origine immémoriale. Le fait qu'on ne puisse pas dater la source, l'origine, y mettre une capacité d'identification est le critère d'un lien avec la fameuse tradition primordiale qui serait, selon Guénon, la source authentique à partir de laquelle dérive l'ensemble des branches de cette tradition primordiale. Alors, à partir de ce critère, Guénon va examiner l'ensemble des petits groupements de l'ésotérisme occidental et considérer que tout ça relève de la pure fantaisie. Les analyses qui vont être faites par Guénon, qui va poser dans ses principaux ouvrages, Initiation, réalisation spirituelle, et Aperçu sur l'initiation, un peu plus tardif, là, vont fixer les critères quasi officiels de ce qui peut être considéré comme valide, légitime ou illusoire. Alors ces critères, on les a déjà signalés, l'existence d'une chaîne ininterrompue remontant à une source immémoriale de maître à disciple, de sorte que lorsqu'on s'inscrit dans cette chaîne, eh bien, on hérite de ces forces spirituelles qui ont été placées à l'intérieur de cette école, de cette branche, de ce mouvement, de ce courant. Donc, premier critère, appartenance à une chaîne d'initiation participant d'un courant immémorial. Mais quand c'est non humain, enfin, synonyme de impossible de pouvoir désigner qui en est à l'origine, là, pour Guénon, le critère est excellent. Ce critère est reconnu comme tel dans la plupart des branches orientales. Ce qu'on retrouve en Inde, ce qu'on retrouve en Asie, que ce soit en islam, dans l'hindouisme, ou disons la tradition hindoue,
l'approche de Guénon qui rejoint les critères qu'on a en Orient, puisque dans la plupart des écoles de l'ensemble des courants du Vedanta, les maîtres disent qu'ils ont reçu leur transmission en se rattachant à un courant qui remonte dans la nuit des temps. D'où d'ailleurs les réserves de Guénon vis-à-vis du christianisme. Parce que là, c'est une branche où on peut identifier qui sont à l'origine, comment elle s'est développée, avec qui elle a fonctionné et de quelle manière elle a mis en œuvre son discours en Occident. Cette réserve va s'exercer avec encore plus de force sur le judaïsme, en regardant le christianisme comme issu d'une sorte de branche dérivée de la tradition primordiale et non une branche immédiate. Et en Occident, en regardant ce qui existe, on remarque deux qui, pour lui, répondent à ces critères. Le compagnonnage et la franc-maçonnerie. Ce sont les deux seules branches qui reçoivent un label d'authenticité. Ce sont les deux structures qui remontent le plus loin dans le temps et dont on ne sait pas dire qui en est à l'origine. Compagnonnage, on sait que ça s'est développé de manière particulièrement dense à l'époque de l'édification des cathédrales, période médiévale. Ça remonte jusqu'aux premières confréries de bâtisseurs de l'Antiquité qui ont édifié le temple de Delphes, pourquoi pas les pyramides, etc. Donc les confréries de bâtisseurs relèvent d'une très longue chaîne historique, méta-historique, pluriséculaire, dont on ne sait pas exactement fixer la date et l'origine. Là, on retrouve le premier critère. Quant à la franc-maçonnerie, qui est passée de l'opératif au spéculatif, c'est-à-dire que tout à coup, on a accepté à l'intérieur de ces confréries de bâtisseurs des spéculatifs, c'est-à-dire des hommes qui avaient un certain rang social, mais qui n'étaient pas des constructeurs ou des bâtisseurs, qui, par leur intelligence, par leur qualification, leur état sacerdotal, qui sont venus grossir les rangs de ces fraternités de compagnons, et puis qui tout à coup, en les grossissant, ont considéré qu'ils pouvaient, eux, se constituer en structure purement spéculative, dont le but n'était pas de former des apprentis, des compagnons capables d'édifier des bâtiments, mais dont les réflexions, les vues devaient porter à la compréhension de la symbolique de l'architecture et de la symbolique, en particulier d'une architecture fondatrice pour les confréries de spéculatifs, c'est-à-dire le temple de Jérusalem. On va poser dans les loges des pierres à dégrossir, des outils utilisés pour dégrossir les pierres. On ne les utilisera pas pour effectivement tailler des pierres. Ce qui fait que dans les loges maçonniques, on va retrouver des compas, des truelles, des maillets, des cordons à houppes dentelées, etc. Quoi qu'il en soit, issus des fraternités compagnoniques, des corporations, la maçonnerie va bénéficier, même si spéculative, aux yeux de René Guénon, d'un caractère de continuité parce qu'elle est issue
d'une branche qui, elle, va puiser très longuement dans l'histoire une référence immémoriale, non humaine. Qu'est-ce qu'être initié? Pour René Guénon, en Occident, c'est être soit compagnon, soit franc-maçon. En dehors de ça, il n'y a aucune espérance d'être rattaché à l'initiation. Pourquoi? C'est que, comme il l'explique, au XIVe siècle, après la destruction de l'ordre du Temple, les initiés, templiers, sont partis et sont allés se réfugier en Orient, suivis des Rose-Croix, et ont contraint les responsables de ces organisations de fuir l'Occident. Ce qui fait dire à René Guénon, quand même, en Occident, aujourd'hui, toutes les voies qui conduisaient au centre, c'est-à-dire à l'origine de la tradition primordiale, sont aujourd'hui fermées. Alors il faut bien comprendre qu'avec une telle déclaration, si toutes les voies qui conduisaient au centre sont aujourd'hui fermées en Occident, eh bien que faut-il faire? Il faut se tourner vers l'Orient et aller chercher ce qui en Orient reste encore disponible comme transmission initiatique réelle, effective. Et que reste-t-il pour un occidental? Ben, il reste que l'islam et les tariqas soufis. Donc, que fait Guénon auprès de ces qui lui-même avait été reçu en islam, où il prend le nom de Abdul Wahed Yahya, hein, le serviteur de l'unique. Soufi, il va être en France, en Europe, proche des milieux catholiques. Il est très bien vu par certains prêtres qui voient en lui un grand connaisseur de saint Thomas d'Aquin, de la doctrine de l'Église. C'est un bon catholique habitant l'île Saint-Louis, ne donne absolument pas l'air d'être, comme on le verra plus tard, à la fin de son existence, un musulman, avec l'habit musulman, vivant au Caire, ayant pris une épouse musulmane, avec laquelle il aura quand même 4 enfants. Donc, Guénon est à la fois le théoricien, mais en pratique ce qu'il écrit. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il dit. Il est honnête avec ceux à qui il s'adresse, mais en tout cas, pour en rester simplement à l'aspect descriptif, la méthode que préconise Guénon ne reste pas pour lui lettre morte. Elle est mise en œuvre et mise en pratique, ce dont on peut, à mon sens, au moins lui rendre justice. Guénon est connu pour avoir remis de l'ordre au sein de l'occultisme. Bon, mais cette remise en ordre, autant dire, ne s'est pas faite sans difficulté, pour de multiples raisons. La première, c'est que la franc-maçonnerie, à l'époque où Guénon va s'y faire recevoir, est globalement marquée par l'esprit Troisième République. Il faut quand même le dire. Hein. Ce sont des laïcs volontiers anticléricaux, fermés à tout élément de sacralisation au minimum dans l'espace public, font la chasse aux congrégations. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque où Guénon écrit ses ouvrages,
On est à peu près au moment de l'application de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Or, ce que Guénon préconise comme étant le critère de la référence traditionnelle est précisément l'institution qui est au premier rang de la lutte anticléricale. Alors, il y a quand même un gros niveau de décalage. Et ce niveau de décalage fait que Guénon va en franc-maçonnerie pour y chercher ce qui ne s'y trouve plus et est accueilli par des membres de la franc-maçonnerie qui, précisément, rejettent ce que Guénon, lui, prétend voir dans ce que la maçonnerie ne veut plus être. Là, on est au croisement, à l'intersection de deux oppositions absolument irréductibles. La franc-maçonnerie, à l'époque, se veut héritière des Lumières, comme elle se veut d'ailleurs majoritairement encore dans cet état d'esprit, héritière des Lumières, voulant apporter par la raison, par la réflexion, par l'intelligence, la liberté de conscience et l'indépendance, l'autonomie de l'individu capable de penser son existence et d'être un homme libre dans une société libre. On prend la fameuse formule, un maçon libre dans une loge libre, etc. Guénon, lui, il ne regarde pas du tout la franc-maçonnerie avec cette image. Même si on prête une oreille attentive à certains de ses discours sur le symbolisme, un symbolisme qui intégrerait la tradition celte, donc les Celtes et les druides sont plutôt regardés avec sympathie par la franc-maçonnerie, Guénon établit des ponts par équivalence symbolique entre les menhirs, les druides, les anciennes structures, les anciens temples celtes, les édifications architecturales de l'Égypte, de la Grèce, de l'Inde, de la Mésopotamie. Là, certains maçons vont être séduits par cette idée, trouver chez Guénon des éléments qui peuvent être incorporés avec leur propre vision, qui peut se résumer à une chose: le christianisme est en réalité un épiphénomène de l'histoire au regard de la très longue histoire de l'Europe, et si l'on remonte plus loin, voire même de l'Hyperborée. Que Guénon affirme ce genre de choses, c'est plutôt regardé avec sympathie, mais quoi qu'il en soit, les positions traditionnalistes de Guénon vont plutôt l'amener à critiquer les formes actuelles prises par la franc-maçonnerie et écrire des textes assez sévères contre elle dans des revues catholiques anti-maçonniques. En particulier la France juive anti-maçonnique fondée par Monseigneur Join, avec une ligue anti-maçonnique à l'intérieur, où Guénon écrit des textes pour dire aux maçons qu'ils ont perdu le sens de la tradition sur laquelle ils sont assis, et qu'en réalité, ils se font la caricature de la tradition à laquelle ils prétendent adhérer. Et de l'autre, René Guénon, sans schizophrénie, est franc-maçon, et travaille à ramener la maçonnerie aux bases traditionnelles dont elle s'est écartée. Il est regardé avec beaucoup de sympathie par les milieux catholiques. On voit en lui un défenseur de la tradition catholique
Et là, il est conduit à approcher des courants de rénovation du symbolisme à l'intérieur du catholicisme, Charbonneau-Lassay, l'abbé Anizan, etc., et intègre la fameuse revue Rheinabic, ce qui est la revue paralmoniale et du Sacré-Cœur, où on essaye de faire on peut dire un rétablissement, d'édifier un renouveau du symbolisme chrétien. On dirait aujourd'hui qu'il joue sur 2 tableaux, hein, mais il ne joue pas sur 2 tableaux, il joue sur de multiples tableaux, parce qu'en réalité, il tente des pistes, il essaye d'ouvrir des pistes un peu de partout. Peu à peu, ses espérances vont fondre comme neige au soleil. Et puis arrive l'année 1928, où il part avec Madame Dina pour aller chercher des textes en Grèce et puis au Caire. Et comme on le sait, il ne reviendra plus. Et lui, découvrant l'Égypte, il y trouve un cadre de vie à la fois religieux, traditionnel, humain, auquel il avait aspiré, qu'il ne trouvait plus en Europe, qu'il ne trouvait plus en France. Et qui plus est, il part à un moment où ça commence à chauffer avec la revue du Sacré-Cœur, puisqu'on découvre qu'il est franc-maçon. Donc, il écrit une lettre de rupture de 14 pages qu'il envoie à Charbonneau-Lassay, pris en porte-à-faux, et sa plume devient vengeresse. Et surtout, il réaffirme qu'il est en dehors des formes. Son centre n'est pas lié à une institution spécifique, mais au lien direct de rattachement avec la tradition primordiale, dont il est le témoin. Sa fonction est précisément de révéler, de rappeler, de réitérer quels sont les critères de rattachement authentiques à la tradition provenant d'une origine inconnue, non humaine, se perdant dans la nuit des temps. Et bien finalement, il trouve l'occasion, lors de son arrivée au Caire, de réaliser ce rattachement. Et je pense qu'il saisit l'occasion providentielle de le faire. Il fait venir ses livres, il vend les biens qui lui restent, et il fait venir par caisse, par bateau, au Caire, l'ensemble de sa bibliothèque, et il se marie, avec d'ailleurs la fille d'un des cheikhs de la mosquée du Caire, et s'installe dans une villa du quartier d'Ouki, où, prenant la robe, le couvre-chef musulman, il va vivre sans doute les plus belles années de sa vie. Il est installé en islam et on le voit aller à la mosquée, prier. C'est d'ailleurs une période très productive sur le plan livresque, où il va fixer, alors là où il va produire les ouvrages les plus précis sur les critères de rattachement traditionnel. La doctrine guénonienne de l'initiation va se trouver résumée et va permettre
à ceux qui adhèrent à ces critères, eh bien, de rejoindre véritablement des formes traditionnelles effectives, et celui qui va être le référent de René Guénon à ce titre-là en Europe, c'est Fridtjof Schuon, situé à Lausanne, qui allait recevoir une transmission soufie, et qui va devenir le point de contact avec les maçons, qui n'ont pas oublié Guénon, qui sont restés fidèles à sa vision, la loge Théba, puis après la loge Les Trois Anneaux, qui après-guerre, à partir de 1946-48, vont faire le voyage jusqu'à Lausanne pour, en tant que maçons, recevoir le nom divin, qui est le véritable nom du grand architecte de l'univers, la fameuse parole perdue que recherchent les maçons, qui leur est donnée dans une transmission auprès de Fridtjof Schuon, et surtout la méthode pour invoquer ce nom divin. Et donc, de maçons, rattachés à une tradition effective en Occident, par-delà leur initiation maçonnique, reçoivent la révélation de la parole perdue, que les maçons cherchent encore, et deuxièmement, la manière de l'invoquer selon les méthodes de l'invocation soufie, le fameux dirk, avec les techniques précises de manière à introduire cette invocation à un moment précis du rituel maçonnique. Pour dévoiler un tout petit peu, signalons que ça se situe au moment de la chaîne d'union. C'est sans doute le moment où les frères sont unis ensemble, comme le sont les soufis au moment de l'invocation. Et c'est comme ça que la loge Les Trois Anneaux, alors, Trois Anneaux, qu'est-ce que ça signifie? C'est les trois religions unies, hein, ou plus exactement judaïsme, christianisme et islam. Parce que pour Guénon, si l'hindouisme est la tradition la plus proche de la source primordiale, elle ouvre le cycle, mais c'est à l'islam de le fermer. Donc on pourrait dire que c'est la forme traditionnelle de nature eschatologique. Elle va achever la descente cyclique. Elle va amener la fin du Kali Yuga. C'est elle qui a vocation à accomplir la fin du cycle. Le but recherché est de trouver d'ailleurs quel serait l'édifice religieux apte à symboliser l'unité des trois traditions. Et pour René Guénon, le but dans ces structures est de substituer au temple de Jérusalem la Kaaba. En islam, la Kaaba aurait été édifiée par Abraham et son fils Isaac. Donc du coup, Abraham, le père de tous les croyants, permet la réunification, l'unité de l'ensemble des trois monothéismes. Donc, on voit l'ampleur que peut prendre une idée de ce type et les conséquences des premières affirmations sur les critères de l'initiation.